Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 10 juillet, voici les titres. C'est la pleine période des moissons. Après l'orge, la récolte du blé a débuté. Exemple dans le sud Vendée avec la récolte de blé dur destinée à être exportée vers l'Italie ou les pays du Maghreb. Un an après la découverte de moustiques tigres en Vendée, la vigilance reste de mise. Cette espèce peut potentiellement transmettre en piquant des maladies comme la dengue ou le chikungunya. Une campagne de sensibilisation et de piégeage est menée pour empêcher ces moustiques tigres de proliférer. Et puis, à la fin de ce journal, visite du Castel du Verger. Ce château du XVe siècle, situé à Saint-Christophe-du-Ligneron, accueille plusieurs chambres d'hôtes. Il est aux mains des mêmes propriétaires depuis près de 40 ans, un couple qui a décidé aujourd'hui de le vendre. Des moissonneuses dans les champs, des tracteurs, des camions sur les routes, le balai a débuté, c'est la pleine période des moissons. Après l'orge, les récoltes de blé ont commencé. Dans le sud Vendée, les épisodes de pluie et le soleil de ces dernières semaines ont été plutôt favorables à la formation de grains de qualité pour le blé dur, celui qui sert par exemple à la fabrication des pâtes. C'est ce qu'a pu constater Anthony Jamin. Regardez son reportage. Un gros grain, bien nourri, bien fait, transparent. Ça, pour faire des pâtes, ils en sont friands. Hein. Pas de maladie, pas de fusariose. C'est magnifique, ça. Hein. C'est superbe. Hein. C'est sûr, la qualité est là. Michael Massonneau, exploitant agricole à Chaillay-les-Marais, peut sans problème s'attaquer à sa grande parcelle de 20 hectares de blé dur, semé 9 mois plus tôt. Et puis les dernières pluies qu'on a eues récemment, là, qui ont notamment un gros coup de 100 mm, et puis après on a eu une trentaine de millimètres par la suite, qui ont alourdi les épis, ont fatigué les premiers semés qui étaient bien avancés. On parfois les fait coucher. Mais globalement, bon, on reste dans une année standard, je pense. Il ne faudrait pas que la sécheresse soit trop brûlante. Hein. Et surtout pas de pluie, car pour être accepté chez les organismes stockeurs, le taux d'humidité du blé ne doit pas excéder 15%. Depuis quelques jours, les greniers du Clin, organismes stockeurs et prestataires de services pour la Cavac et les établissements Hermouet, voient défiler tracteurs et camions. Un échantillon de chaque lot est prélevé. Le blé arrive ensuite dans cet hangar où sont stockées 10 000 tonnes de céréales. Alors le blé dur, c'est une chance pour nous. Hein. Sur le territoire du Marais, on fait un blé de haute qualité qui est renommé et qui est évidemment commercialisé vers l'Italie, vers le Maroc bien sûr, et puis les pays du Maghreb. Par contre, les rendements sont plutôt plus faibles que l'année dernière. Des rendements plus faibles, entre 50 et 70 quintaux à l'hectare, mais du blé de haute qualité que l'on aimerait bien ici valoriser un peu plus. Tout le monde a son label aujourd'hui, pourquoi pas nous, pourquoi pas notre blé. Voilà, c'est une idée comme une autre. Si on pouvait, sur ce territoire, avoir un IGP ou une marque de qualité sur ce produit-là, c'est vrai que ce serait formidable pour nous sur le territoire du Marais Poitevin. Alors, on ne tire pas effectivement la valeur ajoutée que l'on pourrait tirer de cette super qualité. Ces blés seront ensuite convoyés jusqu'au port des Sables d'Olonne et de la Palisse à La Rochelle, où ils seront mélangés à des blés de moins bonne qualité, puis expédiés à l'étranger pour en faire des pâtes alimentaires. Et c'est lié à cette pleine période des moissons. De nombreux débuts d'incendies ont été signalés dans des champs, du côté du Poiré-sur-Vie, de Nieul-le-Dolan ou encore de Douai, dans le sud du département. Plusieurs dizaines d'hectares ont été détruits avec la chaleur et le temps sec. La moindre étincelle, la surchauffe des machines agricoles peuvent provoquer des départs de feu. Les éleveurs, eux, continuent leur mobilisation pour réclamer une hausse des prix. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA ont mené de nouvelles actions ce jeudi soir dans le département, visées à la grande distribution et les entreprises de transformation. Accusés de tirer les prix vers le bas, des banderoles notamment ont été déployées devant une enseigne de supermarché de La Roche-sur-Yon et devant un grossiste en viande aux herbiers avec ce message: ayez le courage de sauver l'élevage. L'A831, unique sujet à l'ordre du jour du Conseil départemental, session extraordinaire cet après-midi autour du projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. Les élus de Vendée ont adopté une motion commune à celle de leurs homologues de Charente-Maritime pour dénoncer la fin annoncée du dossier. La DUP, la déclaration d'utilité publique, ne sera pas prolongée. Elle doit prendre fin dimanche. Les élus ont rappelé l'importance qu'ils attachaient au désenclavement et au développement économique du Sud-Vendée et interpellent aujourd'hui l'État. Nous demandons, nous, parce que nous estimons que l'autoroute était la meilleure solution, à ce que ce dossier soit réouvert. On sait que ça va prendre du temps.
mais qu'on nous propose des solutions, que l'État nous propose les solutions épais, parce que le projet qui était fait, il y avait un accord sur un certain nombre de partenariats. Il est impératif que l'État prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qui nous propose le doublement d'un axe ou d'axes majeurs sur le sud Vendée. On a la 137 et la 938 terres qui sont dans des axes accidentogènes. Il faut absolument les doubler, il faut que l'État prenne ses responsabilités et en même temps il faut que l'ensemble des futurs responsables politiques d'aujourd'hui et de demain s'engagent aussi sur l'autoroute A831 pour relancer le dossier. Relancer des procédures, ce serait trop long, ce territoire a besoin de réponses urgentes. Il y a des moyens, des engagements des collectivités qui ont été mis sur la table, des 2 départements, des régions. Commençons par les mobiliser, remettons les acteurs autour de la table, y compris l'État. Pour le coup, il est important qu'il retrouve sa place. Ce territoire vendéen mérite l'attention de l'État autant que d'autres territoires en France. Donc autour de la table, ensemble, travaillons à trouver des réponses urgentes pour ce territoire. Une session extraordinaire du conseil départemental à laquelle assistaient également certains parlementaires vendéens comme le sénateur Bruno Retailleau et le député Hugues Fourage. Nous demandons solennellement que l'État mette sur la table le plan B pour le Sud Vendée. Et le finance, évidemment, ce serait trop facile. Le plan B idéal, c'est une 2 fois 2 voies, mais ce sont aussi des liaisons ferroviaires où on ne se contente pas de refaire à neuf des voies, mais où il y a des trains qui circulent, qui s'arrêtent à Luçon, et qui est un service ferroviaire digne de ce nom. Il faut que tout simplement l'argent qui était prévu en subvention d'équilibre pour l'autoroute par le conseil départemental et le conseil régional soit effectivement mis dans des projets du Sud-Vendée. Et ces projets, c'est quoi? C'est la 2 fois 2 voies à partir de Fontenay-le-Comte, c'est les aménagements de sécurité au niveau de Saint-Hermine, c'est intervenir dans le ferroviaire, un certain nombre d'éléments d'infrastructure de sécurisation qu'il faut faire. Voilà la solution. Lui aussi a été un défenseur de l'A831. Jacques Auxiette s'apprête à terminer sa carrière politique. Le président du conseil régional des Pays de la Loire laissera son mandat en décembre prochain à l'occasion des élections régionales. Jacques Auxiette reçu hier jeudi au Sables-d'Olonne. Le maire Didier Gallo tenait à saluer son action en faveur du territoire vendéen avant qu'il ne quitte son poste. Pour Jacques Auxiette, maire de La Roche-sur-Yon pendant plus de 25 ans, à la tête de la région depuis 10 ans, il est temps de passer la main. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Je pense que j'ai rempli mon contrat, tant à La Roche-sur-Yon pendant 27 ans qu'à la région depuis presque 12 ans maintenant. Il y a une question d'âge aussi, même si l'âge permet d'avoir une certaine expérience, une certaine efficacité, peut-être une certaine sagesse aussi, je crois qu'il est temps d'arrêter, mais je n'arrêterai que le 14 décembre, après le second tour des élections régionales. D'ici là, il y a encore du travail à faire. Images et interviews signées à Jean-Marie Bidot. Les moustiques, ils font partie des incontournables de l'été. Il y en a un particulièrement qui fait l'objet d'une vigilance renforcée, c'est le moustique tigre. L'insecte originaire d'Asie colonise progressivement la France. Il est noir, rayé de blanc et généralement plus petit qu'un moustique habituel. En piquant, il peut potentiellement transmettre des maladies comme le chikungunya ou la dengue. L'an dernier, des moustiques tigres avaient été repérés dans le quartier de Grisset à Fontenay-le-Comte. Une campagne d'information et de sensibilisation a été menée, des pièges installés. Carla Bourreux. C'est dans ce quartier que le moustique tigre a fait sa toute première apparition en Vendée l'année dernière. Un quartier et plus largement l'ensemble de Fontenay qui depuis font l'objet d'une surveillance renforcée par l'EID, l'établissement interdépartemental pour la démoustication. Une fois par semaine, ces techniciens viennent contrôler la 60aine de pièges installés dans la ville. Donc là, on est en présence d'un BGGAT. Donc là, en fait, on regarde si on a présence de moustiques morts qui seraient donc posés sur le film. Et donc là, il est négatif, Jérôme. Négatif comme tous les contrôles réalisés depuis l'an dernier, ce qui ne signifie pas pour autant que le moustique tigre ne réapparaîtra pas ici ou ailleurs sur le département. À l'image du frelon asiatique, il s'agit d'une espèce considérée comme invasive.
d'ici 10 ou 15 ans, il risque malgré tout de s'implanter sur l'intégralité de la métropole. Sa progression est aujourd'hui observée de manière quasi exponentielle. La surface de territoire colonisé double tous les ans et le nombre de départements colonisés double tous les 2 ans. Le moustique tigre qui pourrait d'ailleurs encore réapparaître dès cette année. Alors, outre les contrôles réalisés par l'EID, une surveillance est demandée à tous, voire même un signalement en cas de découverte par le biais notamment d'une application. Voilà, l'application sert essentiellement à signaler le moustique, mais est porteuse d'informations sur les espèces locales. Pour signaler le moustique tigre, il suffit de prendre une photo de l'échantillon que l'on peut avoir et par l'application, directement par l'application, l'application est munie de cette fonctionnalité d'envoyer directement la photo, mais par le biais de notre site internet ou par courrier simple, d'envoyer un échantillon qui aurait été capturé. Ça va en ce moment, vous ne faites pas trop piquer Et c'est grâce à cette veille citoyenne que la progression du moustique tigre pourra, sinon être régulée, tout au moins être surveillée. Le moustique tigre qui, rappelons-le, peut être porteur de maladies, la dengue ou encore le chikungunya. Le Tour de France, et c'est Mark Cavendish qui a franchi en premier la ligne d'arrivée cet après-midi de la 7e étape à Fougères. C'est Chris Froome qui endosse le maillot jaune. Les temps forts de la journée s'est retrouvé après ce journal dans les Vendéens du Tour, présenté par Aurélien Huard. Du monde attendu sur les routes ce week-end avec une nouvelle vague de départ en vacances et le 14 juillet. Bison Futé a classé ce samedi rouge dans le sens des départs. Ce sera même noir en Rhône-Alpes. Il est conseillé de prendre la route plutôt dimanche. Ce sera vert dans le sens des retours. Et peut-être que pour vos vacances, vous avez choisi de séjourner en gîte ou en chambre d'hôte. Parmi justement ces propriétaires qui accueillent chez eux des touristes, il y a ce couple qui a racheté à la fin des années 70 à Saint-Christophe-du-Ligneron un château du XVe siècle dans lequel ils ont aménagé des chambres d'hôtes. Cette saison est peut-être leur dernière. Ils ont décidé de mettre le château en vente. Visite avec Pierre Dalicieux. La visite commence par des éléphants façonnés d'année en année depuis presque 30 ans par cet hurluberlu, comme il dit, des éléphants avec la queue en l'air. Une erreur de débutant, selon Henri Alain. J'ai oublié au moment opportun de leur mettre une ficelle avec un poids, de façon à leur faire descendre la queue. Mais ça fait jaser un petit peu, puis les gens rient quand on leur dit, ben oui, ils ont la queue en l'air. Ce château, c'est presque toute sa vie. Acheté en 1977 par cet ancien boucher et restauré petit à petit. Aujourd'hui, le châtelain souhaite rendre les armes. À 80 ans, Henri Alain et son épouse aimeraient se retrouver un peu. On a toujours vécu entouré d'étrangers, en quelque sorte, à la famille. Et on ne sait pas ce que c'est que de vivre à deux. D'accord. Vous commencez à 80 ans alors. Voilà, on va commencer une autre vie. Passionné de vieilles pierres et d'histoire, ce couple a durant toutes ces années partagé avec leurs hôtes l'ambiance de ces murs multicentenaires. Cette chambre par exemple aurait accueilli le temps d'une nuit la duchesse Caroline de Bourbon-Sicile. Une chambre, dit-on, très demandée par les gens de passage. Ils sont contents parce que madame dit « je suis la duchesse ». Ça amuse les gens. Ce château du XVe siècle est donc à vendre pour 1 300 000 €, mais pour ce prix-là, vous aurez une dizaine de chambres d'hôtes, plus de 500 mètres carrés habitables, sur plus de 3 hectares. Et bien sûr, les fameux éléphants d'Henri Alain, et en prime, ce canard géant. Et avant de refermer ce journal, on jette un coup d'œil à la météo de ce week-end. Un peu de nuages demain matin, le ciel devrait ensuite se dégager et ce sera du soleil pour l'ensemble du week-end jusqu'à mardi. Les températures, elles seront agréables, 21 à 23 jusqu'à 27 dans les terres. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. On se retrouve lundi, on se quitte sur ces images de Saint-Jean-de-Mont. Je vous souhaite un très bon week-end.